Bonjour et bienvenue dans Valider, le podcast de l'idée au leadership. Je m'appelle Slim et je suis le fondateur de l'atelier d'idées. Si j'ai décidé de faire ce podcast, c'est pour qu'on explore ensemble ce qui nous amène de l'idée au leadership et à le développer dans notre quotidien. Chaque semaine, j'invite des entrepreneurs, des sportifs, des artistes à nous expliquer et partager avec nous leur quotidien et comment justement ils développent dans leur activité le leadership. Cette semaine, je suis ravi d'accueillir Pank Asheno Hypnose. Pank, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Slim, merci à toi. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que oui, nous sommes disponibles en vidéo sur YouTube, sur la chaîne L'Atelier de l'Idée et sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver et Pank, si tu veux bien te présenter. Ok, alors moi je suis un hypnothérapeute qui depuis en plein temps, on va dire depuis 16 ans, 15-16 ans, on va dire, à plein temps, je fais de l'accompagnement en hypnothérapie. J'ai une spécificité par rapport à beaucoup de collègues qui se sont lancés dans l'hypnose, c'est que moi, dans les années 2010, je me suis dit, tiens, il y a Internet, et qu'est-ce que je peux faire avec Internet? Ma spécificité a été un petit challenge que je m'étais fait et dont j'avais parlé avec des potes, c'est le gratuit entraîne la capacité de se faire de l'argent. Donc, j'ai développé un principe qui est je donne des choses que moi j'ai payées. Donc, dans l'absolu, on pourrait se dire c'est complètement absurde et c'est totalement pas dans un modèle de marché. Ma manière de donner a été simple, utiliser ce qu'Internet nous propose, c'est-à-dire YouTube. Et je faisais des stages dans différentes, on va dire, académies, dans tout ce qui est associé à l'hypnothérapie, la psychothérapie, etc. Et je donnais des feedbacks et je partageais les techniques que j'avais apprises pendant ces stages. Donc, ces stages pouvaient me coûter plusieurs milliers d'euros et je redonnais ça gratos. Mon idée était, tout le monde ne peut pas se payer un hypno, tout le monde ne peut pas se payer une formation. Ça coûte rien de partager. Pourquoi? Parce que la connaissance, il n'y a personne qui va me l'apprendre en tant que tel. Il n'y a personne qui a la possibilité de dire, ah bah oui, mais maintenant je sais, donc toi tu l'as en moins. Bah non, moi je sais, et maintenant tu sais. Ouais, c'est bien. Mais après, que toi tu le revendes ou pas, c'est pas mon problème. Mon feedback est venu en fait du fait que vu que j'étais visible, les gens, ça les a intéressés. Moi qui n'avais pas prévu de donner des cours, on m'a demandé de faire des cours, ce qui fait que j'ai gagné un peu d'argent en donnant des cours. Et moi, mon cœur de métier, c'est faire de l'hypnothérapie. Et vu que je donnais des contenus, que ce soit de formation et des contenus pour les consultants, les personnes qui ont besoin de quelque chose, j'ai fait beaucoup de MP3. J'en ai en l'occurrence plus de 1500. Et c'est sur tous les sujets. Et ce qui est d'habitude payant, moi, je le faisais gratuit. Mais du coup, il y a des gens qui écoutaient les MP3, se sentaient mieux, allaient parler de moi, et ça faisait de fil en aiguille que des personnes qui n'aiment pas les MP3 ou qui n'aiment pas le numérique venaient me voir en cabinet. Et ce qui fait que mon écosystème, il fonctionne de cette façon-là, où quotidiennement, je donne des choses gratuitement, des réflexions, des systèmes techniques, etc. Et autour de ça, j'ai un retour par mes consultations, un retour par mes formations, et puis j'ai une petite boutique où je fais des trucs un peu différents pour, en général, les hypnos, et quelques MP3 un peu spéciaux pour des consultants, qui me ramènent aussi du feedback. Donc, dans cette dynamique-là, j'ai vraiment une notion entrepreneuriale qui est un petit peu particulière parce que c'est pas je te donne un bouquin et puis après je te mets dans un pen funnel pour te vendre quelque chose. Moi, je n'attends rien. C'est-à-dire, je n'attends même pas ton email. C'est tu viens si tu as envie de venir. Tu me contactes si tu as envie de venir. C'est pas marketing dans l'absolu, mais preuve en est, ça fait donc 15-16 ans que je fais ça de cette façon-là et je vis de ça. Mon quotidien, c'est gagner de ça. Alors, je ne suis pas plein aux as et je n'ai pas des milliers de bâtiments et des Rolex, mais je vis exactement, je n'ai pas l'argent qui arrive comme ça, mais je vis très correctement et je kiffe ma vie au quotidien. Je fais vraiment ce que je veux et de la manière dont j'ai envie. Donc, c'est une manière
d'aborder le business qui est un peu spécifique, qui pour moi a fonctionné, à une période spécifique, hein, parce que là encore, je ferais ça aujourd'hui, je suis pas sûr que ça apporterait les mêmes retours, mais ça m'a permis, moi, d'avoir un quotidien de travail qui correspond à ma manière de faire et de voir les choses, tout en restant dans mes valeurs et en gagnant sereinement ma vie. Du coup, première question, qu'est-ce que c'est le leadership pour toi et comment tu l'incarnes au quotidien? Alors, c'est un mot qui est assez complexe parce que chacun va y mettre, je pense, ce qu'il veut dedans. On pourrait le séparer en leader et ship, donc dans la notion, mouvement à ce moment-là. La notion de leader, elle est, je trouve, pas forcément hyper simple à prendre en compte, dans le sens où on pourrait se dire: le leader, c'est celui qui mène quelque chose, qui mène un groupe ou qui mène une action. Bon, si tu mènes une action tout seul, tu es leader de toi-même, c'est déjà pas mal, mais la plupart du temps, on sous-entend qu'un leader va être quelqu'un qui inspire et non pas influence. Et là, je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où on est dans l'influence, on oublie que c'est l'inspiration qui peut amener beaucoup de choses aux gens plutôt que, l'autre facette qui est aujourd'hui plus bling bling. Et le leader va tenter d'inspirer des personnes autour de lui, soit un groupe qu'il a créé, soit une entreprise qu'il a créée, soit, tu parlais de sportifs, soit un groupe d'artistes. On peut vraiment avoir un ensemble d'éléments. Donc, c'est celui qui va initier, amener, entraîner, développer une idée, puis un mouvement. Le mouvement, il peut être très bien intellectuel, mais il peut être physique à un certain moment pour réussir à coordonner des forces, coordonner des idées et avancer sur un projet. Et cette notion, on va dire, de mouvement, qu'on prendrait dans le chip à ce moment-là, on a vraiment cette idée de, on est dans une force motrice, il y a une volonté où quelqu'un lead, entraîne, mais attention, le leader ne doit pas être, ce qui est moi parfois un peu mon cas sur certains aspects, un dictateur, à dire ouais non c'est comme ça et pas autrement. Il peut y avoir des moments où on peut être plus ferme et plus orientant, mais le but c'est de permettre de tirer dans un premier temps, puis après pousser les personnes qui nous entourent, qui vont suivre cette idée, ce concept, et le leader dès lors devient plutôt un chef d'orchestre plutôt qu'un initiateur de mouvement qui va après emmener, permettre à tout à chacun une expression dans le cadre que lui-même avait pensé à la base, hein, et offrir une possibilité d'évolution, bien sûr personnelle pour le dit leader, mais aussi pour l'ensemble des personnes qui suivent. Moi, dans mon incarnation au quotidien du leadership, je suis tout seul. Donc, je ne peux pas dire au quotidien que je lead une équipe. Par contre, je suis initiateur, et c'est dans ce sens-là on peut le prendre, de pas mal d'idées, pas mal de projets, que ce soit dans le monde de l'hypnose, que ce soit dans le monde, on va dire, de l'hypnothérapie de façon générale ou du dev perso, et aussi dans le monde sportif, dans le monde plutôt martial, donc dans le jiu-jitsu, dans le MMA, dans la lutte à livre, etc., où là j'ai une petite école, et à partir de là, je suis le main instructeur, celui qui va mener ce que les Japonais appelleraient le sensei dans la notion de maître. Mais moi, je suis plus dans la notion de coordinateur, celui qui propose des techniques, un cheminement, etc. Et après, qui va s'adapter au fur et à mesure de l'évolution. Bien sûr, quand tu es débutant, bah, toi, en tant que leader, entre guillemets, tu demandes juste fais les tâches. On va être très basique. Et une fois que tu prends du niveau, du grade, etc., le leader va devenir à ce moment-là le co-disciple et permettre d'affiner non pas la technique telle que lui le voit en tant que leader, mais comme ça peut être utile pour la personne qui est là par rapport à son corps, par rapport à ses dynamiques, par rapport à ses caractéristiques, ses forces et ses faiblesses. C'est vraiment l'élément qui est intéressant. C'est-à-dire que si on reprend l'idée de leader, c'est pas quelqu'un qui va rester fixe et figé. C'est moi le patron, c'est moi le boss, c'est moi qui mène surtout. Même s'il y a des moments, il faudra avoir ce côté très rigide et carré. Mais c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi bien se mettre en haut de sa pyramide, comme à la base de sa pyramide, et faire monter les autres vers le haut. Parce que justement, ce côté qui, pour moi, hein, vraiment dans une perspective totalement personnelle, est d'amener les personnes à monter les échelles, monter les niveaux. Je peux le reprendre d'un point de vue martial parce que ça, c'est hyper marquant. On a des grades, on est ceinture blanche. L'objectif
et d'amener les personnes à devenir des ceintures noires, et c'est d'amener et de leur permettre. Au départ, il y a peu de possibilités pour les ceintures blanches, c'est-à-dire qu'elles doivent se soumettre à l'idée du leader, et dès que tu deviens bleu, violette, marron, il y a cette espèce de distorsion et d'excès, on va dire, de place du mot, du geste et du verbe du leader devient secondaire parce qu'il devient un de tes partenaires plus que quelqu'un qui est juste là pour t'amener vers. Donc, au départ, ça tire, ça impose, puis au fur et à mesure, le lien devient paradoxalement plus fort, alors qu'il pourrait sembler plus fort dans une espèce de notion très dure, et il s'adapte. Le leader va chercher à amener les autres vers ce qu'ils sont aptes à faire et pas simplement ce que lui estime être juste pour. Après, quand c'est un groupe autre, bien sûr, il y a toujours un objectif commun, une idée commune qui doit être gardée, on va dire une politique, et le leader doit entraîner une orientation vers le but commun. Et parfois, oui, et je reviens dessus parce que je pense que c'est important, il y a des moments où il n'y a pas à discuter. C'est-à-dire que c'est comme ça peut paraître idiot, mais il a peut-être lui une vision, il a peut-être lui une façon d'aborder les choses. Le tout, c'est de jamais rester trop rigide à se dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a des moments c'est comme ça, mais il faut toujours que lui-même se dise oh, attends. Là, mon retour d'expérience, il ne me valide pas tout à fait ce que je suis en train de faire. Écoute ce qui est dit par les autres, parce que justement, c'est là où tu vas pouvoir t'améliorer et comprendre que tu n'es pas seul au monde. C'est pas genre je suis unique, génial et incroyable parce que j'ai des idées. Non, c'est je suis quelqu'un qui en a et qui a besoin des autres aussi pour faire évoluer le projet. On pourrait dire flexibilité, adaptabilité, écoute. Et là, on a une belle formule de leader Ouais, avec. je pense qu'il y a encore le cadre. Tu vois, tu me connais Ouais, à ce niveau-là, il y a quand même un cadre. À partir du moment où tu as un cadre, le cadre il va être rigide par moment. Et dans ce cadre, tu peux être effectivement dans l'échange, dans le partage, dans la flexibilité. Mais il ne faut pas que ça déforme le cadre. Le leader arrive à se dire, OK, on est bien, ça avance bien, les gens ont l'air OK, ça part un peu dans tous les sens, c'est à lui de dire non, les gars, on revient au centre, notre projet c'est ça, notre idée c'est ça, notre objectif c'est ça. Si on veut réussir, on ne peut pas aller dans tous les sens. Et on le voit, tu vas certainement mettre ça en avant dans les années à venir, mais on voit des boss d'entreprise, des grosses boîtes. Moi, je suis passionné par cette notion de se dire, il y a des mecs, ils n'ont pas réussi à s'adapter. Là, on le voit avec post-Covid, on le voit avec toutes ces boîtes françaises qui, malheureusement, n'ont pas réussi à prendre le virage du numérique, à prendre le virage d'une société qui veut aller de plus en plus rapidement dans la consommation, etc. Ils sont restés sur des logiques à se dire, oui, mais nous, ça fonctionnait. Toi, il y a Tupperware, par exemple, qui a marché pendant des années, qui n'a pas réussi à rebosser son modèle. Il est resté rigide sur oui, mais bon, ça va aller. Oui, mais ça va aller, ça ne va pas le faire. Chez nous, chez les Français, on en a plein, les boîtes de textile là qui ne fonctionnent plus parce que la fast fashion, parce que plein de choses. Et je pense qu'il y a ton cadre, je dois vendre du vêtement, je dois vendre du Tupperware, je dois vendre un ensemble d'éléments. Je sais ce que je veux faire de la marge, je veux avancer dessus. Mais à l'intérieur, quand tu te rends compte que tes TOT, donc tester, opérer un changement, tester à nouveau et sortir, il te donne un feedback qui n'est pas OK. C'est absurde de se dire ouais, mais allez, c'est cyclique, ça passera. Non, il faut te dire OK, là, il y a vraiment quelque chose à prendre en compte et je vais devoir, moi, réadapter peut-être ma manière de manager, ma manière d'orienter mes équipes. On peut le voir aujourd'hui avec tu fais du TT ou pas, tu fais du télétravail ou pas. En fait, on s'est aperçu que vous êtes plus confortable, vous, en tant que salarié, c'est génial, mais productivité est moindre. On va peut-être, à la place de te faire 5 jours de TT, tu vas peut-être faire 2 jours de TT ou 3 jours de TT, 2 jours de physique. OK. C'est pas agréable parce que parfois, l'équipe que tu leads va dire « Ah ouais, mais moi, je me suis habitué à… » Tout à fait. Mais c'est aussi ça, le leadership au bout d'un moment, c'est de se dire non, mais moi, mon cadre, c'est continuer à dans 5 ans ou dans 10 ans d'avoir encore ma boîte et pas de me dire oui, mais là, les gens sont contents. Non, on a une entreprise qui est heureuse où il y a un beau niveau. Oui, mais si dans 3 ans, elle n'est plus là, ton entreprise, c'est pas suffisant. Il y a toujours le cadre. Je dois faire du chiffre d'affaires pour continuer mon entreprise et continuer mon projet. J'y vais. Ou les autres qui partent dans tous les sens. Où tu te dis, ah bon, on va racheter ça, on va racheter ça, on va racheter ça. Mais attends, c'était quoi ton cœur de métier ?
Bah, absolument pas ça. D'accord, mais pourquoi tu fais ça? Bon, on sait les principes boursiers, mais outre ça, il y a des moments où tu te dis, bah ouais, mais vous n'arrivez pas à l'incorporer. Et c'est ces fameuses boîtes qui achètent une boîte et qui tentent de l'incorporer, mais pas forcément bien parce que c'est pas leur cœur de métier, et qui la revendent après. Donc l'idée euh, pour la personne qui lead, c'est d'être toujours apte à dire c'est quoi mon cœur de métier, c'est quoi mon boulot, c'est quoi mon cadre, comment ça fonctionne. Et là, je peux être dans l'écoute, là, je peux être dans la flexibilité, là, je peux être dans une espèce de capacité radar à se dire il se passe quoi en externe aussi de mon système. Parce que les influences, parce que l'ensemble des éléments doit être pris en compte. Et je ne peux pas simplement être un leader à ne regarder que ce qui se passe à l'intérieur, mais je dois être aussi ouvert, mais ça c'est la vision en général qu'ont les personnes qui lead, devraient avoir les personnes qui lead, de se dire à 5 ans, à 10 ans, par rapport à ce qui est en train de se passer, comment je m'adapte. Et comment, là, personnellement, je m'adapte. Et après, si tu as une structure et plus elle est grande, plus ça va être complexe de dire, waouh, il faut que je l'emmène aussi dans ce changement. C'est ce que j'allais dire, j'entendais dans ce que tu dis, ces niveaux petit à petit qui se développaient un peu comme tu mentionnais tout à l'heure au niveau des ceintures. Il y a ton leadership à l'intérieur, ensuite après que tu vas développer avec ton environnement ou ton équipe ou quoi. Et il y a cette notion de système du coup qui vient en résonance aussi avec le système, parce que tu peux avoir fait toute une roadmap et derrière, tu vois? Exactement. Ouais, C'est OK. pour ça que le leadership, au départ, pourrait commencer par soi-même. On peut avoir l'impression de se dire, ouais, mais le leadership va passer par le fait d'influencer l'ensemble des éléments. Là, j'utilise volontairement le mot influencer. Les éléments externes ou les personnes qui bossent avec moi. Alors qu'au départ, c'est d'abord te dire toi-même, par toi-même, euh, comment tu vis ton quotidien sans devenir pédant, hautain et complètement surexagéré, comme on peut voir dans certains podcasts de personnes qui mettent en avant leur leadership parce qu'ils vous font un storytelling de ouf, mais plutôt se dire, attends, comment moi je lead ma propre vie. C'est compliqué de dire aux gens, ouais, avancer dans ce sens-là, etc., si nous-mêmes, on n'est pas exemplaires avec nous-mêmes. Exemplaires n'étant pas parfait, il faut vraiment faire attention à cette notion-là. Mais déjà se structurer soi, avoir une compétence de leader sa vie, parce que si on n'est pas capable de gérer son propre ménage, qu'importe que tu sois seul ou que tu aies 5 enfants et ta femme, c'est toi qui vas déjà chercher à voir si tu arrives à mettre ces facettes de prise d'initiative, de prise de risque, d'écoute du système, d'adaptation, etc. Si déjà tu dis, bon, j'en suis capable personnellement, je peux commencer à me dire que ça, je peux le propager dans un système que je crée en interne. Interne, je veux dire entreprise ou relations professionnelles à un moment donné, puis me dire, OK, je peux le faire en macro de plus en plus important, mais je dois toujours prendre en compte l'ensemble des éléments. Plus tu es apte à te dire, bon, j'ai déjà des compétences par rapport à une forme de leadership, personnel, plus je vais être apte aussi à le proposer aux autres et à investir les gens. Là, je reprends une notion que j'aime beaucoup. Si tu veux que les gens te suivent, fais d'abord un premier pas. Montre aux gens que ils peuvent te faire confiance ou ils peuvent. Tu n'es pas en train juste de dire, tu es déjà en train de faire, et les personnes vont se dire j'achète ou pas. Mais tiens, la personne est congruente. La personne, c'est pas juste du vent, c'est pas super. Il m'a raconté 15 000 trucs et il s'est rien passé. Ah, il y a quelque chose qui se met en place. Qui adhère ou pas après. Ça, c'est la liberté des gens qui suivent ou pas, des personnes qui ont une idée, une orientation, un entre guillemets leader. Mmh. J'entends dans ce que tu dis cette notion de cohérence et de congruence quoi, en fait, entre ton acte, ce que tu dis, ce que tu fais et derrière les mouvements, que ce soit les mouvements concrets, les steps concrets que tu vas faire en action avec ton corps et aussi comment tu chemines. D'ailleurs, pour ta chaîne YouTube, Hypnose, parce que tu as aussi la chaîne YouTube Passion Combat, donc plus de 6 000 vidéos, à ce jour. Par exemple, pour tes programmes MP3, je sais que, ouais, il y en a 2 qui m'ont beaucoup aidé. Ça fait maintenant 10 ans que je t'écoute quotidiennement et c'est vrai que le programme Auto Amour et le programme La Voix du Loser, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup apporté et aidé au quotidien et justement, quelle serait parce que La Voix du Loser, je trouve qu'il y a des échos intéressants, tu sais, leadership, allez-y, allez, tu vois? Justement, cette notion de réussite, mais cette notion d'échec. Quand tu penses comme ça à tes programmes MP3 d'accompagnement ou même dans l'accompagnement, quelles sont les qualités
qui sont nécessaires et potentiellement les blind spots aussi auxquels on peut prêter vigilance sur le leadership ou même tout simplement mener son activité quoi, au quotidien. Déjà, tu viens de le mettre en avant, c'est que penser que l'ensemble des éléments qu'on met en place va fonctionner est absurde. Là, je peux revenir plutôt dans une dynamique combat parce que c'est encore plus marquant dans le physique. Ce que je dis souvent à mes élèves, c'est de dire, les gars, pensez que chaque chose que vous allez faire ne va pas fonctionner. C'est-à-dire, prévois toujours que ça va planter et il va falloir continuer. Ce que moi j'appelle grinder, c'est un mot qui veut dire moudre en anglais, qui est utilisé beaucoup en lutte universitaire notamment. Et on parle de grinder, de personnes qui vont moudre, c'est-à-dire qui n'arrêtent pas. Vous voyez, c'est ce mouvement-là, continue à avancer alors que ça ne veut pas, c'est antagoniste. Et cette notion-là. Donc pour moi, dans la notion de lead, dans la notion de création, de programme et autres, déjà, j'attends pas un retour en me disant waouh, les gens vont trouver ça super, je vais avoir des feedbacks. Et je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Je le fais parce que j'estime que c'est OK, que ça peut aider des gens. Donc là aussi, je n'ai pas une notion universaliste à dire ça va aider tout le monde. Non, non, il y a quelques personnes qui vont trouver ça cool, ça va les aider, ça va leur parler. Il y en a qui vont trouver ça nul. Donc, il faut aussi être prêt à se dire ce que tu proposes, ce que tu partages, ça peut être critiqué, jugé, non aimé, non apprécié, etc. Et c'est pas grave. C'est-à-dire que la notion égotique de se dire ce que je fais ne plaît pas à tout le monde alors que moi j'ai fait ça, j'ai mis de l'énergie, de l'amour et plein de trucs, on s'en fout en fait. L'idée c'est je le fais parce que j'estime que c'est OK, que j'aime bien, que j'apprécie, que j'ai envie de le partager. Tu sais qu'automatiquement, quoi que tu fasses, il y aura des gens qui vont aimer et d'autres qui vont pas aimer. C'est important de se préparer à ça. C'est important de se dire tout ce que tu fais peut être un échec pour quelqu'un ou avoir un retour qui va te donner un goût d'échec. Ah, mais moi, je pensais que ça allait marcher, cartonner. Non. En fait, il y a des choses que tu proposes, parfois trop tôt, parfois trop tard. Tu as des choses qui ne passent pas comme tu pensais. Tu as toujours cette notion, quand tu vas initier, se dire, je vais peut-être pas avoir le retour. Et moi, j'ai un process qui est que je suis un gros testeur. Donc, je teste plein de choses, des projets, des idées et tout. Je laisse 15 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et puis, du jour au lendemain, je vire tout. Bon, ça n'a pas marché. Les gens, ils ne comprennent pas forcément parce qu'ils disent ouais, mais si la communauté, le truc, ça marche bien. Non, ça, c'est nul. En fait, il n'y a pas de feedback. En tout cas, ça ne répond pas à ce que moi, j'attends. Ouais. Et c'est là aussi où il y a un des paradoxes du leader. C'est-à-dire que il y a parfois des gens qui te suivent même dans des trucs que toi t'estimes nuls. Tu fais je suis pas OK avec le truc. Ouais, mais c'est cool. Ouais, mais non, en fait, je suis pas OK. Et l'idée, c'est aussi savoir dire non, on arrête. Et là, il va y avoir de la déception. Et là aussi, il faut gérer des trucs de personnes qui disent mais non, mais moi j'aimais bien, pourquoi t'as enlevé ça, pourquoi on fait plus ça, pourquoi ceci, cela. Parce que moi, et c'est là où c'est important, et je reviens sur la notion de cadre du départ, on n'est pas soumis à la vision et à la perception et du système extérieur et du système intérieur. On peut très bien se dire, non, mais moi, j'ai envie d'être clean avec moi, ce que des gens vont appeler être aligné. Tu vois, c'est cette notion où tu es centré. Tu te dis, non, mais moi, c'est pas OK. Que tout le monde te dise c'est super et tu estimes c'est pas super, tu as le droit de dire ça. Oui, mais pour le groupe, pour le truc. Oui, mais vu que c'est moi qui émets l'énergie, vu que c'est moi qui inspire, et c'est ce que je dis, si les gens sont prêts à reprendre, à continuer, sauf que le temps m'a montré que si j'arrête de m'investir dans un système que j'ai moi-même initié, le système, il meurt. Donc, autant l'arrêter quand moi, je suis en train de me dire, je suis pas OK, quitte à recommencer plus tard. J'ai aucun problème à reprendre des projets que j'ai mis out. Je dis c'était pas bon à ce moment-là, on retestera la prochaine fois. On connaît ça avec, pour ceux qui ont un peu suivi, Stimulété, où on a eu des années où on a bien rigolé, où c'était n'importe quoi, d'autres ça a un peu marché, d'autres ça marchait pas du tout. Et pourtant, ça doit faire 4, 5, peut-être un peu plus, 5, 6 éditions, donc 5, 6 ans, que on retente. Ça marche pas, c'est pas important. L'idée est quel feedback. Alors, je change des axiomes, des éléments que je change pour voir est-ce que ça change, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, est-ce que le nouveau cadre, tout en ayant la même idée, fonctionne. Donc, c'est se dire ce qu'on fait, ça peut foirer. Et ça va à l'encontre de mes pensées positives, voyez, de la réussite. Non, moi je me dis si ça marche, on fait ça. Si ça marche pas, j'ai ce plan B ou plan C. Je dois être prêt à savoir ça n'a pas marché,
qu'est-ce que je peux entraîner après? Quelle est, moi, la possibilité que j'ai? Et je reviens au mot que j'utilisais tout à l'heure, c'est ça, avoir une vision. Dans le jutsu, on va appeler ça un game plan, tu vois. C'est tu as une stratégie, tu as une orientation. Si A ne passe pas, tu vas à prime. Si A prime ne passe pas, tu vas à seconde. Si A seconde ne passe pas, tu passes à B. OK, et on est reparti. Et quitte à revenir après à nouveau sur A. Et donc cette notion que peut avoir quelqu'un qui cherche à créer, mettre en place, c'est de se dire, bah moi, je cherche ça, j'ai cette attente-là. Parfois, on est surpris par des feedbacks et on peut les prendre. Mais si ça ne correspond pas à ce que vous voulez faire, si ça ne répond plus à vos attentes, à vos valeurs, à vos croyances, c'est peut-être donner le relais, proposer le relais. Si le relais n'est pas pris, arrêtez les choses et recommencer à zéro. Oui, mais c'est dur, il faut tout reprendre. Oui, oui. Mais y a Kipling qui le disait bien, hein. Si tu peux voir détruire l'œuvre de ta vie et sans dire un mot te mettre à rebâtir. Cette notion-là, pour moi, elle est clé. C'est tu fermes ta gueule et tu recommences. C'est parce que tu sais qu'il y a des choses qui vont se détruire ou que tu vas détruire. Et te dire, bon, bah, c'est reparti. Ça demande de l'énergie, du temps, etc. On est bien d'accord. C'est ce qui est très intéressant dans ta démarche. Je trouve que c'est ultra complémentaire avec justement ce flow qui vient vachement des States de livres, pensée positive, vision, tac, tac, qui est finalement un cadre hyper rigide et pas flexible avec le réel, quoi. Et que toi, dans ton approche, tu as et le truc de attends, pas tout le monde. Tu sais, un peu ce principe de la glace à la pistache. Tu sais, la glace à la vanille, tout le monde aime, mais la glace à la pistache, tout le monde va aimer, mais cette qualité va être aimée. Et en même temps, tu as ce truc, toi, du contre-pied de OK, les gars, j'aime beaucoup aussi quand tu dis, quand vous faites un projet, ouais, divise par deux tes attentes. Ça, tu es le seul que j'ai entendu dire ça. Et c'est vrai que c'est super aidant parce que c'est frustrant, mais c'est génial de générer dès le départ cette frustration. Parce qu'en plus, tu sais pas le résultat que ça va donner. Et potentiellement, ça va te focus. Enfin, ça crée une certaine clarté et ça te libère, ça crée de l'espace dans tes attentes, en fait. Et nous, dans le cadre de l'atelier de l'idée, tu sais, on forme au montage vidéo, à la communication. Et donc, il peut arriver à certains moments, en fait, que on se retrouve à devoir poster sur les réseaux sociaux, là-dessus, toi, quotidiennement, tu publies. Et justement, tu proposes un podcast avec Lee Pasco pour la méthode Silva. Vous êtes déjà à donc, 280 podcasts et 128 avec Lee. Au quotidien, en fait, qu'est-ce que tu auras à dire sur quelqu'un qui n'ose pas poster et justement créer des partenariats? Par exemple, qu'est-ce qui t'a amené à créer le podcast, à ramener Lee dans ce projet enfin, tu vois? Ouais. Alors, bon, de façon générale, moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas perfectionniste. J'aime bien un principe que les Chinois utilisent beaucoup, c'est tu fais des versions que tu vas quand même vendre et qui sont nulles. Et tu t'amélioreras parce que tu auras un feedback client qui va te dire c'est naze. À la place de se dire les gars, je vous prépare un truc, ça va être ouf. Et tant mieux, hein, il y a le haut de gamme qui arrive à faire ça. Moi, je suis pas un mec haut de gamme. Je suis vraiment un laborieux à me dire bon, bah, j'aurai des feedbacks. Mais j'ai la chance d'avoir une nature à me dire boah, ça va. Au pire, c'est nul, tu vois. Parce que j'ai déjà mon mindset en mode loser, genre bah ouais, personne n'aime, c'est nul. Bah ouais, bah, c'était nul en fait. Hein. Quoi, c'était nul. T'as fait au mieux, mais c'est pas gagné. Et tu vois, là-dessus, je trouve que les ricains, autant on peut critiquer l'excès de unbelievable.com, tu vois, mais la notion aussi de se dire, faites, do it, just do it, c'est génial. Tu vois, moi, je suis vraiment un pro là-dessus. Je suis pas dans le côté américain, genre, tout est génial. Je suis juste dans le côté américain, très doueur. Bon, bah, fais. Oui, c'est bien, tu parles. Oui, c'est bien, tu as des récits. Oui, c'est bien, tu as des projets. Oui, c'est. Mais tu as fait quoi, en fait? Parce que, on prend l'exemple classique. Combien de potes vous avez qui disent, oui, mais moi un jour. Ouais, mais moi un jour. Et ce mec-là est toujours en moi un jour, tu vois. Fais-le. Qu'importe que c'est pris 10 ans, fais-le. Mets-le en place. Donc, dans cette notion, si on garde la notion de la vidéo et autres, moi, je suis parti du postulat en plus, moi, de se dire à un moment, je ne monte pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux passer un message. Mon message,
On peut dire ouais mais Pank c'est pas scripté. Non, je scripte pas. Ouais mais Pank c'est toujours le même endroit derrière toi. C'est normal parce que je m'assois toujours au même endroit. Ouais mais Pank quand même c'est pas tout à fait le style actuel. Je m'en tape. J'ai jamais eu de style actuel. Et au bout du compte, c'est devenu mon image. Oui, C'est-à-dire bien que sûr. tout le monde connaît à dire ah non, mais ouais, il y a des mecs qui me connaissent à peine, ils disent ah oui, le mec qu'on voit toujours au même endroit en train de faire salut, c'est Pank de la chaîne, toi. Et donc, t'imagines que même ça, c'est devenu mon image, j'ai réussi à imposer, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, à faire accepter ce mec ne fait rien de préparé. Et du coup, moi, c'est facile. Oui, je sais que les gens peuvent ne pas aimer. Oui, j'ai eu des retours à dire non, mais on n'a pas envie de voir ça, nous, on veut voir un espèce de truc bien monté, bien ficelé. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, pour des gens qui font de la vidéo, c'est votre job, c'est ce que vous avez envie de faire, c'est ce que vous aimez faire. Bon, ou même si c'est pas votre façon de faire, bah, assumez le fait de ne pas vouloir le faire. Et de se dire, non, mais moi, je vais faire ça en vlog, pépère, avec mon iPhone tenu à la main. C'est cool, on s'en fout. Ah ouais, mais t'as pas de setup derrière. Eh ben, on s'en bat les tripes. Tu as envie de le faire, tu le fais. Oui, mais les gens vont critiquer. Oui, les gens vont critiquer. Hein, souvenez-vous, Quoi qu'il arrive. l'exemple que je donne, c'est qu'il y a des mecs qui vont sur les vidéos YouTube de Queen en concert, donc qui doivent aimer Queen et qui ont envie d'écouter la version concert, et qui vont mettre des dislikes et dire ouais, mais c'est pas terrible. Et comment tu as fait pour arriver là, qui est quand même bien spécifique, et tu dis que c'est nul? Normalement, ça devrait avoir like, tu vois. Il n'y a que des gens qui aiment, qui vont voir un live d'un gars X. Ah ouais, mais non, le son n'était pas terrible. Moi, le nombre de fois où le son est pourri, tu vois. Et alors, tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, mais ça aurait pu être mieux. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est vrai. Mais pour l'instant, j'ai pas l'argent, ou je sais plus ce qu'il y avait à l'époque. C'était une galère pour des micros à certains trucs, parce que je faisais ça sur une caméra. Bon, bah, le son est pourri. Point. Désolé. Oui, mais il faudra recommencer. Ah non, non, non. Moi, j'ai fait, je poste. Ça plaît pas. C'est ce que je te disais. Qu'il y ait des gens que ça leur plaise pas, c'est pas mon problème. Parce que moi, je cherche des gens à qui ça va plaire. Je ne décide pas que je vais plaire à tout le monde. Je décide qu'il y aura des gens qui vont aimer ce que je fais. Alors oui, c'est moins universaliste et moins dans les codes qui, on le sait, hein, quand vous êtes sur YouTube, surtout si vous faites monétiser. Alors moi aussi, ça c'est périodique. Hein, genre pendant 6 mois, je teste en monétisant, puis après je monétise plus pendant un an et demi, puis je recommence. On voit pourquoi vous voyez des vidéos qui sont toujours les mêmes partout? Parce que sincèrement, si vous suivez un peu YouTube, c'est des compositions qui sont pareilles. Même les vignettes, c'est tout que ça vient de Canva, c'est que c'est toujours les mêmes trucs, etc. etc. C'est un code, mais il n'y a rien qui vous oblige de suivre ces codes-là. C'est vous et seulement vous qui allez là où vous avez envie. Mais c'est à vous aussi d'assumer votre différence, d'assumer les choses. Oui, mais je veux me faire connaître. Oui, tu veux te faire connaître? Et produis, et mets en ligne. Mets en ligne. Oui, mais c'est pas terrible. Ouais, ouais. Mais si tu regardes un poisson fécond il y a quelques années et un poisson fécond aujourd'hui, ils ne travaillent pas de la même façon. Si tu regardes tous les mecs, un Mi, la dernière fois, je regardais, comment il s'appelle? Ouais, je crois que c'est Mi, sa chaîne, qui a un truc sur le hacking, etc. Maintenant, il a carrément un studio et tout. Micode, voilà. Yes, Micode, ouais. Maintenant, il a un setup de ouf et tout. Tu fais, mais c'est ça qui est génial, c'est produisez, faites. Oui, il y a trouver les bons sujets, trouver les personnes qui correspondent à des trucs et faites-le. Mais osez le faire, en fait. Parce que les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez fait dans le passé, mais ça peut avoir créé déjà une communauté de personnes qui vous suivent. Et pour revenir à ta deuxième partie de question, comment j'en suis arrivé à décider de faire avec Lee ce podcast? C'est parce que moi, j'avais une idée en tête de dire la méthode Silva, qui est pour moi une forme de méthode d'auto-hypnose, ça répond moi à ce que j'aime bien, donc l'auto-hypnose, que j'aime vraiment fortement. Mais la méthode Silva, elle, a vendu le fait que ce n'était pas de l'hypnose. Et donc, mon idée de base, c'était de dire à Ali, tiens, on va s'amuser à parler de la méthode Silva, mais par le filtre de l'hypnose, pour que les gens comprennent que quand ils font la méthode Silva, en fait, ils font de l'auto-hypnose, et que oui, il y a certains aspects un peu plus, on va dire, ouverts à une spiritualité ou à un ésotérisme, pourquoi pas, mais qu'on peut quand même traduire ça d'un point de vue hypno. Et vu que Lee, quand je lui ai proposé le projet, je l'ai vu hyper contente de dire super, on va pouvoir faire ça ensemble. C'est devenu
une routine, une fois par semaine. Bon, après, quand on est en voyage, on ne le fait pas, mais une fois par semaine, de se voir pendant 1 heure. On a l'habitude, à 16h le jeudi, on se croise et on fait notre truc. Là encore, pas de montage, on papote comme ça, c'est fini, j'envoie, je mets programmé pour tel jour, voilà, c'est fini. Ça m'a pris l'heure de papotage, le download et terminé. Ce qui fait que tu as des gens qui nous suivent que pour ça. Il y a des gens qui nous découvrent au travers de ça et qui n'écouteront jamais mes autres contenus parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils veulent voir Lee, parce que plein de choses. Il faut aussi admettre complètement cette notion-là. Quand tu invites quelqu'un, que les gens n'aient rien à faire de toi, c'est normal. On n'est pas mis en avant par l'autre. C'est nous, en tant que personne qui est hôte du podcast, hôte de quelque chose, qu'ils vont mettre en avant la personne et pas dire ouais, mais moi, je pense que. Oui, tu peux y penser, mais l'idée, c'est mettre en avant sa façon de truc. Toi, quand tu as envie d'exprimer ce que tu penses, tu fais une vidéo tout seul. Les autres doivent être mis en avant. Alors, dans la méthode Silva, c'est un peu particulier parce que Lee, il y a des moments un peu fatigués et autres. Donc, il y a des moments où je parle beaucoup, mais à chaque fois, je la lance. Mais t'en penses quoi? Comment tu vis le truc? Mais toi, tu as de l'expérience. Hein. Et bon, il y a des jours, je sens qu'elle est dedans. Il y a des jours, elle est un peu moins dedans. Mais c'est pas grave, je compense. Mais l'idée, c'est toujours de la mettre elle en avant. Moi, je suis complètement secondaire. Puis justement, dans le partage, puisqu'au cœur du truc qu'il y a de partager, son partage, elle, de pratique, où des fois, à des moments, tu vas lui renvoyer des reflets auxquels elle ne va pas penser à partager d'elle-même, vu que vous explorez en plus parfois des écrits de Silva que vous-même, vous n'avez pas lus ou des cours. Donc derrière, ça permet aussi de redécouvrir sa pratique. Et puis quand tu pratiques tous les jours au quotidien, évidemment qu'il y a des choses qui sont intégrées profondément auxquelles tu ne penses plus à te dire, ah oui, tu sais quoi, ce petit truc-là qui peut être une pépite pour celui qui vient de commencer, tu vois. Donc, et pour rebondir sur ce que tu disais au niveau des vidéos, ce qui est super intéressant en ce moment, et l'atelier de l'idée va dans ce sens-là aussi, c'est qu'il y a deux. C'est bien d'avoir un cadre YouTube et tu l'as aussi quand tu fais tes podcasts parce que vous faites 1 heure et tu proposes toujours 30 minutes au bout de 30 minutes. C'est le timing d'un podcast. Donc, le cadre, il peut être sur deux caractéristiques, deux data, tu vois, deux données. Et le principe, c'est super intéressant qui se passe en ce moment sur YouTube et même les partages en général. Tu as ce contenu qui est super structuré, tu sais, ces montages, ce qu'on appelle le fameux montage TikTok. Tu vois, un truc, bam, bam, ça envoie capteur d'attention, en fait. Mais il y a tout un pan aussi qui arrive de contenu plus organique, plus, on va dire, moins assuré, moins monté, donne plus le temps. C'était, je ne sais plus quel youtubeur, tu sais, c'est un kinésithérapeute, son nom m'échappe. Ouais, exactement. Major Mouvement, là, qui faisait une vidéo et qui disait laissez le temps aux gens de ne coupez pas. Tu sais, c'était au tout début des vlogs avec les gars, là, Cyprien et tout ça, quand ils ont coupé les respirations à chaque fois. Non, on laisse le temps. Et il y a tout un pan de YouTube dans la création de contenu qui est en train de venir vers ça. Je trouve ça super intéressant. Les podcasts, déjà, sont dans cette lignée. Tu as des podcasts qui sont super hachés, type Yomi et tout ça, tu vois. Mais tu as des podcasts beaucoup plus organiques. Donc là-dessus, on revient au cœur de la chose qui est ce qui est essentiel. C'est super bien d'avoir une bonne forme, tu vois. On fait les trucs de base, et sur le fond, partager le fond, le message, la pratique, la pépite. Ouais, moi, mon point de vue, il ne faut pas que l'organique qui est réellement organique devienne du structuré organique. C'est le problème qui risque d'y avoir. C'est-à-dire que les gens vont dire oui, non, mais laisse-toi aller. Non, mais il y en a, ils n'aiment pas se laisser aller. Et il y en a, ça va très bien avec eux. Dans une volonté peut-être d'un podcast qui se veut organique, en fait, dans sa manière d'être la personne, pour plein de raisons, ça sera peut-être mieux de le couper pour qu'il y ait un rythme. Parce que certaines personnes, dans leur latence, dans leur besoin de réflexion, dans plein de choses, et parfois dire aux gens non, mais lâche-toi, sois normal, c'est la pire des choses. Dis à quelqu'un, non, mais te prends pas la tête. Non. Mais pour eux, ils sont juste en train de se dire, ouais, mais là, c'est rien d'organique, vu qu'en fait, tu es déjà en train de me dire, sois naturel. Tu es naturel, tu es naturel. En fait, je pense que la réalité d'un podcast, c'est tu commences, tu vis ta vie. Et après, à la limite, tu pourrais te dire, je verrai si je monte ou pas. Je verrai si l'énergie qu'il y a eu a donné une
une orientation à mon podcast, ou si vraiment il y avait trop de puis d'un coup, paf, il y a la réponse, tu vois, qui peut vraiment ennuyer un peu les gens, sachant que, tu vois, si on reprend des podcasts, une demi-heure, 1 heure, etc., il y en a, ils vont écouter ça en 50 fois déjà. N'oublie pas que le temps moyen, moi par exemple, sur justement mes 6000 vidéos, je crois que le temps c'est 4 minutes et des boîtes. Hein. La moyenne d'écoute entre 3 et 4 minutes 20, je crois, en ce moment. Note quand même que mes vidéos font 10 minutes minimum. Donc ça te dit, tu te dis, bon, ils écoutent 30%. Après, ce qui compte, tu sais, il y en a de plus en plus qui utilisent le 1,5, 2 fois. Est-ce qu'ils comptent ça dans le Ça, temps de. tu Mais bon, vois, c'est pas, c'est ça. c'est juste Les dire. chiffres, c'est ça, de toute façon, ouais, t'as raison. Quand tu fais une demi-heure de podcast ou 1 heure de podcast, il faut juste que, avant tout, vous kiffiez. Que les gens qui fassent ça soit pas fais-le comme ça. Vis ton truc. C'est avant tout un partage, toi en tant qu'invité à dire c'est cool, je peux partager ce que j'aime. Toi en tant qu'hôte, prendre du kiff, à apprendre, voir, échanger, questionner, découvrir, etc. Et après, ça se sent, le sujet a plu à des gens, les gens en veulent, ils vont te le redemander, ils vont dire ah, j'aime bien cet invité ou j'aime bien ce format-là, et tu vis en fonction de ça, mais tu dois aussi rester sur ah, mais moi je kiffe ce que je fais. Bon, j'ai eu 50 vues, c'est pas grave. Peut-être que dans 10 podcasts, tu en auras 1000, tu en auras 1500, tu en auras 10 000, on n'en sait rien. Mais toi, garde ton kiff dedans, parce que comment tu peux continuer à faire ce boulot-là qui, en attendant juste le stroke positif, donc les likes, les vues des gens, sachant qu'il y a plein de moments où tu n'en auras pas. Et tu n'en auras pas parce que, d'un point de vue circonstanciel, c'est les grandes vacances, c'est Noël, il y a vraiment des moments, moi pour vraiment, ça va faire 11 ans, là, t'imagines, en septembre, non, fin du mois, là, ça fait 11 ans que je fais les vidéos tous les jours. Tu vois bien les jours où vraiment, il n'y aura personne. Les jours de départ en vacances, tu vois que les gens ne regardent pas. Tu vois les jours de Noël, les jours de fête X et Y, les gens ne regardent pas. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Alors après, vous pouvez vous dire, bon, tous les lundis à 19h, les gens le savent, donc j'ai habitué ma communauté va regarder. Mais votre communauté, ça doit être votre communauté, elle vit sa vie, hein, elle a autre chose à faire que faire, oui, mais j'attends. Alors, moi, j'ai pas trop cet élément-là, je peux pas être très aidant, sachant que, vu que je donne tous les jours, j'ai pas la notion d'attente. Les gens, ça fait 11 ans qu'ils attendent pas de vidéo de punk. Hein. Ils en ont rien à battre. Hein. C'est oui, il y a la vidéo quotidienne. Par contre, le truc marrant, ça serait de pas en faire. Parce que du coup, quand on a des gens qui sont habitués depuis X années à avoir une routine, tu enlèves la routine, tu vois, les gens. Toi, quand je suis à l'étranger et que c'est pas les mêmes horaires, tu as des mails genre ouais, je crois qu'il y a un problème sur la vidéo. Non, c'est juste que chez moi, il est à peine 6h du mat, mais chez toi, il est 22h, tu vois. Donc, c'est pas la même chose. Donc, Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un petit pourcentage d'obsessionnels fanatiques qui va tout suivre. Par exemple, moi, j'étais inclus dans toutes mes routines quotidiennes du matin. Tu sais, il y a un moment comme tu es là au quotidien. Donc, et c'est pas représentatif et c'est pas pour ça qu'on partage. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est ce principe d'équilibre entre la structure, les attentes, proposer un contenu de qualité structuré et avoir certaines attentes, mais justement revenir à l'essentiel dans la présence de la production et de partager, parce que fondamentalement, les données, tu as parlé de contexte des fêtes, des vacances, que ce soit pour les retours, les vues, et puis on sait qu'il y a une vraie thématique aujourd'hui, c'est super intéressant parce qu'on arrive sur combien? On arrive sur 20 ans de YouTube cette année et on va dire 15 ans de réseaux sociaux. On commence à avoir des datas sur les impacts sur la santé et tout ça. Et du coup, on voit les retours, tu sais, sur tous les youtubeurs français qui sont un petit peu, qui ont eu des soucis là-dessus. Et donc, aujourd'hui, ce qui est super intéressant pour quelqu'un qui commence ou pour quelqu'un qui se développe dans cette activité, c'est de direct et un peu dans ton approche de diviser par deux, dire, OK, humainement, c'est normal, tu vas avoir le truc, des vues ou des pouces, ou peut-être pas, ça dépend pour le coup des personnalités ou quoi. Mais dès le départ, te dire, OK, qu'est-ce qui est le plus important? Genre, aujourd'hui, qu'est-ce que dans mon activité, pourquoi je mène et de le mettre dans ta publication, de la mettre dans une suite logique
Et en plus, le principe de TOT, que si celle-là, elle ne fonctionne pas, ok, ce sera celle juste après. Et tu vois, par exemple, quand on peut avoir des tendances un peu perfectionnistes, de se rappeler, et ton ça va là-dessus, il est assez génial, le côté, quand j'ai raté quelque chose, c'est pas pour ce qui vient d'être fait, c'est pour aider pour ce qui va être fait par la suite. Bien sûr. Et là-dessus, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de sport, qui arrive dans ton dojo, comment ça se passe, toi, dans ton process? J'ai un process particulier. Je ne suis pas hyper marketing. Déjà, vous le voyez, de façon générale, ne serait-ce que ma façon d'avoir géré ma chaîne et pas le marketing classique qu'on pourrait voir. Je ne suis pas quelqu'un qui va chercher les gens. Alors, encore plus dans les arts martiaux, où je suis dans une dynamique à dire, c'est toi qui viens. Moi, je vais avoir la même en hypnose, tu me diras. C'est toi qui viens, c'est toi qui fais l'effort. Moi, je te propose des choses. Ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, tant mieux. C'est pas grave. Je suis pas là pour répondre à des attentes. Alors, aujourd'hui, dans un système qui dit oui, mais ça te fait, en gros, on prend des notions de marketing, tu avais un prospect chaud qui vient tester. Logiquement, à la fin du test, le gars doit signer un contrat d'abonnement, admettons. Et moi, ça, je m'en fous. Alors, je sais que mon pote qui tient le dojo, ça peut être emmerdant pour lui. Mais dans l'absolu, mon idée est de dire, toi qui arrives, c'est à toi de faire tes preuves. C'est à toi de faire l'effort. Dans les arts martiaux, il y a cette notion qui est aujourd'hui moins commune. Aujourd'hui, on estime tu as un service, je te paie pour un service, tu dois me donner ce que je veux. Or, dans les arts martiaux, c'est non, 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 tu payes pour apprendre quelque chose. Mais tu apprends au rythme dont l'instructeur estime que tu peux vivre les choses. Et du coup, c'est son rythme à lui. On revient sur le leader. Là, à ce moment-là, tu es un pacer, tu suis simplement. Tu n'as pas à dire oui, mais moi, je ferme ta gueule, en fait. Parce qu'à ce moment-là, tu as zéro compétence. Tu n'as pas à exiger. Tu as à suivre les règles d'un monde que tu ne connais pas. Avec des principes, avec des niveaux de grade. Et ça, j'insiste dessus. Hein. Je sais qu'on n'aime pas les sociétés. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur la notion de niveau. On pourrait avoir cette envie d'une espèce d'égalité. Il n'y a pas d'égalité dans les sports de combat. Alors, surtout des sports comme, on va dire, les sports de préhension qui sont des styles complexes physiquement, où il n'y a pas la normalité. En boxe, tu pourrais te dire, même par bol, admettons que tu as été quelqu'un qui a une force d'ours, tu peux mettre KO un mec qui a un peu d'expérience. C'est pas dit que ça arrive très souvent, mais ce qu'on appelle un lucky punch, ça peut arriver. C'est quasi impossible d'avoir un lucky projection, encore que, allez, tu peux faire tomber quelqu'un, mais un lucky soumission, ça n'existe pas, tu vois. C'est quelque chose qui s'apprend, il y a plein de postulats. Donc, quand quelqu'un a passé 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans dans un dojo, il a des droits que tu n'as pas. Il a dépassé la personne qui s'initie. Il a dépassé cette notion de je suis apprenti. On pourra reprendre les logiques maçonniques, qu'importe que les gens apprécient ou pas. La logique maçonnique dans la notion apprenti, compagnon, maître. On s'arrête juste à cette triptyque-là. Et ce qui est amusant chez les maçons, c'est qu'ils disent quand tu es apprenti, tu te tais. Tu n'as pas le droit de parler. Tu commences à parler quand tu es compagnon. C'est un peu pareil dans les arts martiaux. C'est quand tu commences tes ceintures blanches, ferme ta gueule. On s'en fout de savoir ce que tu penses. Parce que pour l'instant, tu n'as rien à apporter. Alors on pourra dire oui, mais on peut apprendre de n'importe qui. Non, on n'apprend pas de n'importe qui. On n'apprend pas un système technique par du feeling de certaines personnes. Parce que si ce gars-là est vraiment si doué, t'inquiète pas que rapidement, il va passer le grade supérieur. Et du coup, il a d'autres droits. Et il va pouvoir, ceinture bleue, il n'a pas les mêmes droits que les ceintures blanches. Et ceinture violette, il va avoir des droits en plus que le ceinture bleue. Mais droit entraîne aussi devoir. Ils vont devoir prendre le cours quand je ne suis pas là, ils vont devoir... Il y a toujours droit devoir. Mais au départ, quand tu commences, c'est plie-toi aux règles. Et là encore, on revient sur cette notion de leader. Tu fais insérer quelqu'un dans ton projet. Et le gars, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas, et il veut restructurer tes règles. Non, en fait. Si on veut, dans un collectif, avancer ensemble, et qu'on a considéré que telle personne est le leader, c'est le leader qui amène. Comme je te disais, tu ne te plies pas au départ à ce que les autres vont dire ou penser, tant que la machine n'est pas en marche, et tant que les différents éléments de ta structure
fonctionne comme tu le souhaites. Après, au fur et à mesure, dès que tu as de la confiance, dès que tu as de la connaissance, dès que tu sais comment les choses fonctionnent et que les personnes fonctionnent seules et en lien, et ben là, tu peux ouvrir plein de choses. Et comme je te dis, le leader devient le co-apprenant, etc., etc. Ça me fait penser, j'ai vu ce matin, tu as sorti une vidéo qui mentionnait le MMA de l'hypnose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors le MMA de l'hypnose, c'est basé sur la logique mixée qu'on connaît dans les arts martiaux, hein. Pour ceux qui connaissent pas le mot MMA, c'est ce que vous voyez à l'UFC. Et ça veut dire Mixed Martial Arts. Et là, mon idée, c'est faire un Mixed Method and Approach of Hypnosis. Donc l'idée, c'est vraiment, comme le principe du MMA, aller chercher la compréhension de différents systèmes pour réussir à les mettre dans son jeu. Jeu qui sera pour nous l'hypnothérapie et l'accompagnement. Donc, je veux développer là sur les années à venir vraiment ce principe-là. J'ai eu la chance de faire énormément de formations avec soit des fondateurs de systèmes, soit leurs élèves directs. Ce qui est vraiment cool parce que c'est une chance d'avoir une espèce de connaissance et d'un savoir qui, même si aujourd'hui on a les vidéos, ne sera jamais le même que quand on a été en face à face, ou qu'on a été très proche de ces personnes-là, ne serait-ce que pendant une semaine, 15 jours, un mois, etc. Mon idée, c'est d'amener à une meilleure compréhension, comme si on était dans les arts martiaux, de chaque art martial, de comprendre pourquoi on utilise cet art martial, donc cette logique d'hypnose, dans telle ou telle situation, et pourquoi tu ne peux pas mêler deux styles. Tu pourrais dire, ah ouais, je peux faire du karaté, mais je vais faire comme du Muay Thai. Non, parce que la logique n'est pas la même. Donc, tu peux utiliser quelques techniques, mais il va falloir les réadapter soit en karaté, soit en Muay Thai. Mais si tu ne comprends pas comment les fondateurs et comment la logique de combat fonctionne, ça n'aura pas de sens. C'est comme dire, un karatéka qui veut ajouter du judo, c'est très bien, mais les projections en karaté sont nulles. Celles de judo, elles sont incroyables. Et donc, il va falloir changer des choses dans ta perception de ton karaté pour faire des bonnes projections de judo et pas un truc approximatif et naze. Et c'est un peu la même chose que je veux faire dans l'hypnose avec des grandes hypnoses comme Hellman, Kinboyne, Erickson, Banyan, Hormone McGill, il y a des gars incroyables. Des types complètement géniaux qui étaient dans les années 50 à 90 et où vraiment ils ont fait évoluer le monde de l'hypnose et qu'aujourd'hui on reprend juste des techniques. On dit lui il a fait ça ou je fais technique et on ne sait même pas l'histoire de la technique. Alors je comprends, on se dit on s'en fout de savoir un coup de poing c'est un coup de poing. Oui, mais un coup de poing de karaté n'est pas un coup de poing de wushu, n'est pas un coup de poing de boxe birman, n'est pas un coup de poing de muay thai. C'est à chaque fois différent et c'est utilisé pour une raison parce qu'il y a une histoire derrière. Et donc c'est pas juste un coup de poing. C'est pas juste une induction, c'est pas juste une suggestion. C'est une suggestion avec un ensemble, une histoire, un contexte, on revient sur le cadre, et une posture, une manière de prendre en compte son caractère et sa manière de fonctionner en séance pour que ça fonctionne. Et du coup, il est important, pour moi, il est important de comprendre et savoir, et plus on connaît là-dessus, plus on se dit « Ah ok, je peux changer mon style », ou en fait ce style-là, j'aime beaucoup, je vais m'y adapter, ou ça, j'aime pas du tout, mais j'aime bien la technique, comment je vais pouvoir l'adapter? Est-ce qu'il n'y a pas une tendance qui ressemble à celle que je fais dans ces techniques-là? Et mon idée est de proposer déjà dans des outils de base, là j'en ai créé en mini-cours d'1 heure. Donc là, j'ai 2 outils, j'ai les régressions à la cause et j'ai tout ce qui est libération émotionnelle. Et dans cette idée, c'est faire plein d'outils, montrer à chaque fois 3, 4 ou 5 façons de voir de ces génies-là. Et au fur et à mesure, et c'est ce qui va être le plus long et le plus intéressant, tenter d'avoir une structure globale de ce qui est des approches hypnotiques sur chaque tendance et comment on va pouvoir les employer avec les tendances les plus proches et comment, si on veut prendre 2 extrêmes, il va falloir qu'on modifie nos stratégies thérapeutiques pour arriver à quelque chose. Autrement dit, en combat, je fais de la boxe, mais en fait, j'aimerais bien soumettre le gars, mais je suis vraiment nul en lutte et en jiu-jitsu, et c'est pas du tout mon truc parce que moi j'aime taper les gens. Et c'est trouver un moyen pour que tu arrives quand même à avoir une spécialisation en exploitant un élément du sol et que tu vas pouvoir l'emmener depuis toi, ta stratégie qui était à la base la percussion.
Et ça, c'est un cheminement qui va être long parce que je dois reprendre énormément de cours, énormément de synthèses, je dois relire plein de bouquins, je dois même en lire que je n'ai pas encore lu pour pouvoir être le plus proche possible de ces anciens. Et si possible, si je trouve encore des gens qui ont été formés, qui sont encore vivants, parce que les anciens, une génération, moi je suis la deuxième, tenter d'aller vers la une génération pour essayer de choper un maximum d'infos et voir comment eux-mêmes qui ont modifié ce qu'ont fait leurs profs, et comment leurs profs, ils le percevaient sur un ensemble d'éléments. Donc ça, c'est mon chemin sur, je pense, quelques années, parce que ça va être un peu très très long, et il y a beaucoup de choses à dire, à voir, à réfléchir, à repenser, etc. etc. Et on peut retrouver où MMA de l'hypnose? C'est quoi? C'est sur... Là, pour l'instant, j'ai créé deux petits produits sur ma boutique Punk.one, donc bon, sur la boutique de mon site. Et puis là, je vais faire aussi des vidéos à côté. Je pense que ça va reprendre des notions de culture hypnose, qui était une des playlists que j'avais, pour rappeler un petit peu, redonner un petit peu les cadres et le pourquoi les gars bossaient comme ça, c'était quoi leurs croyances derrière. En fait, revenir sur un peu les façons de percevoir l'hypnose de ces gars-là, et voir à quel point c'est différent avec d'autres. Et pourquoi aujourd'hui, quand on parle d'hypnose avec des gens, c'est comme quand on parle d'arts martiaux. Ouais, mais moi je fais du taekwondo, ouais, mais moi je fais du karaté, ouais, mais moi je fais du muay. Les mecs, ils parlent pas de la même chose en fait. Ils parlent pas de la même chose, ils parlent pas du même point de vue. À même mot, quoi. À même mot. Coup de poing, coup de poing, coup de poing. Ok, ouais, mais là c'est un jab. Ok, là c'est un Utsuki. Ok, là c'est un truc, je sais pas comment on dit en coréen. Ok, et ben en fait, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait le même principe, la même logique, le même transfert de poids, le même truc. Et pourtant on se dit, mais attends, c'est la même chose. Non, non, on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose, on comprend pas la même chose, on n'a pas la même histoire derrière, et on n'a pas un ensemble d'éléments qui font qu'en fait on comprend l'autre. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que ça nous améliore nous en tant que praticiens, et surtout ça nous permet de mieux peut-être adapter, ou parfois juste dire aux personnes, là, je sens que cette personne, elle a besoin, je sais pas, d'un style très indirect. Moi, je suis plutôt un style provoque. Je fais une séance, si ça l'aide, tant mieux. Si ça l'aide pas, je l'oriente vers quelqu'un, vers un pote ou quelqu'un qui est plutôt sur de l'indirect à ce moment-là. Avec ce que tu viens de dire là, ça vient m'inspirer une question qui est de faire un pont en fait entre tes programmes d'accompagnement MP3 et par exemple, tu sais, ça arrive quand même que beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit par de la sophro, de la relaxation ou de l'auto-hypnose, il y en a quand même beaucoup qui pratiquent euh, au-delà de l'accompagnement thérapeutique, mais de la visualisation au quotidien, tous les jours, des petites écoutes ou la méthode Coué, hein, finalement. Et j'ai envie de te poser la question pour quelqu'un justement qui vient de commencer son entreprise ou même là qui est qui est en train de développer une activité ou quoi, quel programme, parce que j'ai vu que tu as mis un programme sur l'énergie aussi, ouais. Quel type de programme tu conseillerais d'écoute que toi tu proposes sur ta chaîne? Ça dépend vraiment de la personnalité de tout à chacun. Tu vois, là, c'est un peu difficile de dire. La notion énergie, là, que tu viens de mettre en avant, elle peut être utile parce que je partais d'un postulat en thérapie qui paraît tout bête, hein, mais les gens veulent changer. Super. Et tant mieux, hein, c'est pour ça qu'ils viennent. Sauf que entre l'ambition que tu as et l'énergie que tu es prêt à investir pour, voire l'énergie que tu as intrinsèquement, tu dois gérer ta famille, ton entreprise, ton truc, ton bidule, il y a des moments, le travail sur toi, ton cerveau, il va dire: «Ouais, j'ai des pathos, mais bon, ça va», hein. D'où le petit programme que j'avais fait à dire: «Non, on va chercher à ce que le cerveau et le corps et le subconscient aillent dans cette, récupération d'énergie, qu'il y ait des meilleures nuits, qu'il y ait de l'énergie dans le corps, dans l'esprit, dans plein de trucs, de la stimulation, hein, qui amène à faire des choses». Parce que, si tu as pas d'énergie, soyons clairs, tu peux rien faire. Et si tu écoutes beaucoup de personnes qui procrastinent et qui se sentent pas bien dans des choses, on sait que le non-mouvement entraîne le non-mouvement et entraîne cette espèce d'endormissement de sa conscience et de son corps, et qui fait qu'on a encore moins d'énergie. Ouais, mais j'ai dormi des heures. Oui, mais là, en fait, t'es limite dans une phase de déprime. Ça le fait pas. Travailler son énergie, travailler ses mouvements. Là, on pourrait partir de plein de choses. On pourrait parler de respiration, de choses, etc., etc. Ça amène automatiquement une espèce de sérénité à se dire, même si ça foire, et on peut reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, hein, je pars du principe, parce que pour grinder, il faut se dire, je vais être épuisé. Et en combat, quand tu es en train de mourir, parce que le mec il est trop fort, et que tu es en train de galérer l'enfer et te dire, non mais là je dois pas lâcher, je continue, avance, 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 avance.
et ben, ça te demande de l'énergie parce que ton corps il est en train de dire mais je suis en train de trembler de partout, j'ai mal partout, j'en peux plus et je dois continuer. Et c'est l'énergie qui fait que. C'est le mental qui tente d'aller chercher les dernières gouttes d'énergie et l'énergie qui nourrit ton mental à dire regarde, j'ai encore fait 1 centimètre, là il est en train de lâcher, c'est lui qui est en train de lâcher. Tu es au bord de la mort, tu vois. La notion de l'énergie, elle est hyper importante pour tout. Quand vous vous lancez, quand vous allez apprendre des choses, ça va vous demander de l'énergie. Or, peut-être cette première chose, quand tu balances une boîte, à partir du moment où tu es en train de te dire ouais, je suis super motivé, ta motivation, tu sais qu'elle va tenir un laps de temps. Après, tu vas devoir aller dans ta discipline, tu vas devoir aller dans les efforts, tu dois aller dans les focus que tu t'es mis en place. Et à ce moment-là, il va te falloir de l'énergie. Parce que tu n'es plus dans je suis dans une aspiration incroyable il y a plein de choses qui se passent dans ma tête et autres. Tu es dans le quotidien. Tu es dans on va refuser mes vidéos, on va pas les aimer, ou on va dire de retravailler un truc et tu dis, mais moi j'avais fait un truc top. Et ouais, non. En fait, tu recommences et là, il va te falloir de l'énergie parce que tu vas rentrer dans efforts et discipline qui sont clés pour avancer. Donc, peut-être cette notion-là, peut aussi voir la thérapie des parties qui peut aussi aider pour, il y en a un, c'est fuck les excuses, j'y vais, tu vois, qui est aussi dans le truc thérapie des parties qui peut être aussi sympa. Super intéressant. Je pense qu'on s'approche de la fin du podcast. Écoute, dernièrement, vu que nous, on est génération X et Y, dernièrement, il y a eu la perte de Thierry Ardisson. Peu importe le mec, moi, je suis un enfant de la télé. Donc, j'aimais tout ce qui était interview, j'aimais ses concepts, 93 Faubourg Saint-Honoré, où tout le monde en parle et tout. Et Thierry Ardisson avait un truc assez sympa qui était le portrait chinois, tu sais. Du coup, je voulais te poser 3 questions. Si le leadership devait être un son, pour toi, ce serait lequel? Premier truc qui m'est venu en tête, la cloche de ring avant un combat. Ok. Si le leadership devait être un mouvement? Le premier jab. Premier jab. Ok. Et enfin, si ça devait être une couleur, que ce soit leader ou leadership, hein, comme tu veux, mais une couleur, ce serait quoi aujourd'hui? Rouge. Ok. C'est cohérent. Okay. C'est clair. Ok, merci beaucoup, Pank. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas ajouter? Non, du tout. Vraiment, si vous lancez, osez. Osez, faites, mettez en avant. Préparez-vous à ce que ça ne plaise pas et c'est pas grave. Vraiment, dites-vous, c'est du feedback, c'est du retour, c'est pas toujours agréable. Oui, ça va parfois peut-être vous déprimer, vous dire ça marche pas. Oui, et prévoyez vos lancements en disant ça marche pas et en disant mais moi je veux que ça marche. C'est plutôt cette notion-là. Et s'il faut répéter, répéter. Il y a un moment, ça va passer. Le tout, c'est qu'il faut être prêt à répéter longtemps. Parce que parfois, ça n'arrive pas en 1 an, ça n'arrive pas en 2, ça n'arrive pas en 5, ça prend du temps. Le tout, c'est que vous puissiez vivre déjà correctement rapidement. Ça ne veut pas dire que ça marchera très bien, mais que vous pouviez vivre de ce qui vous plaît, de l'activité que vous mettez en place. Et puis, peut-être l'éclat viendra plus tard. C'est comme si vous étiez en train petit à petit de bosser votre lame et c'est parce que vous répétez encore et encore la forge que ça va passer, qu'à un moment, votre lame, elle va être vraiment solide, résistante, prête à tout et qu'elle va passer au moment où il faut que ça passe. Merci beaucoup, Pank. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour développer comme ça votre leadership et puis sans bullshit, au rythme de chacun et avec des gens qui le font pour partager en communauté, vous pouvez nous rejoindre dans la communauté School de l'Atelier de l'Idée. C'est quoi la communauté School de l'Atelier de l'Idée? C'est pour se former au montage vidéo et à la communication. C'est 17 € par mois et ça comprend des tutoriels pour tous les logiciels de montage, des topics où on peut échanger avec les différents membres, 3 lives par semaine où on prend des cas précis de où vous en êtes pour personnaliser un petit peu et répondre à une problématique où vous êtes, et des études de cas. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Merci beaucoup, Pank, pour aujourd'hui. Et on se retrouve vendredi pour le prochain épisode. Prenez bien soin de vous.